La veille du mariage de ma sœur, ma mère m'a rasé dans mon sommeil pour que je ne sois pas plus belle qu'elle. C'était une justice selon eux. Mon père a dit que je ferais pitié. Mais il ignorait ma vengeance. Je m'appelle Manon Dubois, j'ai 26 ans, et j'ai cru un jour que ma sœur Amélie et moi étions inséparables. En tant que témoin de son mariage, j'ai passé des mois à l'aider à planifier sa journée parfaite. Puis, 2 nuits avant le mariage, je me suis réveillé avec une sensation étrange et j'ai découvert l'impensable. Mes cheveux, qui m'arrivaient à la taille, avaient été coupés pendant mon sommeil. Mes propres parents se tenaient dans l'embrasure de la porte, des ciseaux à la main, me disant que c'était pour le grand jour d'Amélie. Si vous avez déjà vécu une trahison familiale, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et cliquez sur le bouton s'abonner pour me rejoindre dans ce récit. Avant que tout cela n'arrive, ma longue chevelure auburn était ma marque de fabrique. Les gens m'arrêtaient dans la rue pour me demander si c'était mes vrais cheveux ou pour commenter leur brillance et leur épaisseur. Je les laissais pousser depuis le collège, les entretenant soigneusement avec des coupes régulières et des soins profonds. Ce n'était pas juste des cheveux pour moi. C'était une part de mon identité. Notre famille semblait toujours parfaite vue de l'extérieur. Ma mère, Diane, 52 ans, travaillait comme conseillère principale d'éducation dans un lycée, toujours prête à donner des conseils et à offrir une épaule pour pleurer, du moins pour ses élèves. Mon père, Robert, 54 ans, dirigeait un cabinet d'assurance prospère et entraînait l'équipe de football locale le week-end. Et puis il y avait Amélie, ma sœur aînée de 3 ans, qui avait toujours été la plus extravertie de nous deux. En grandissant, Amélie et moi partagions une chambre avec des lits jumeaux recouverts de couettes à fleurs assorties. Nous restions éveillés tard à chuchoter des secrets et à glousser jusqu'à ce que maman tape contre le mur pour nous dire de dormir. Ce sont quelques-uns de mes souvenirs préférés. Faire des ombres chinoises avec une lampe de poche, planifier nos futures maisons de rêve et nous protéger mutuellement des monstres que nous imaginions sous nos lits. Notre amour commun pour les concours de beauté a commencé quand Amélie avait 8 ans et moi 5 ans. Maman avait inscrit Amélie à un concours local, et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il me laisse participer dans la division des plus jeunes. Nous passions nos week-ends à voyager pour de petits concours à travers la région, collectionnant de minuscules trophées et des rubans de satin que nous exposions fièrement sur notre étagère commune. Les choses ont changé vers mes 13 ans. J'ai remporté le titre de Miss Jeunesse Régionale pour lequel Amélie avait concouru 2 fois sans se classer. Alors qu'elle me serrait dans ses bras sur scène, quelque chose a basculé dans notre relation. Ses félicitations sonnaient creux, son sourire était forcé. Ce soir-là, elle n'a pas voulu parler du concours comme nous le faisions d'habitude. Au lieu de cela, elle a éteint sa lampe tôt et s'est tournée vers le mur jusqu'au matin. À partir de ce moment, une compétition subtile s'est installée dans notre relation. Amélie a commencé à se mesurer à moi d'une manière que je ne comprenais pas à l'époque. Si je ramenais un 16/20 à un contrôle, elle mentionnait comment elle avait eu 18/20 au même contrôle à son époque. Si un garçon m'invitait à une boum, elle glissait nonchalamment qu'il l'avait invité elle d'abord l'année précédente. Bien qu'étant l'aînée, Amélie semblait avoir l'impression de vivre dans mon ombre. Elle ne l'a jamais dit directement, mais je pouvais le voir à la façon dont son visage se crispait lorsque des proches commentaient mes notes ou mon apparence. J'essayais de minimiser mes réussites devant elle, refusant même une opportunité de sauter une classe parce que je ne voulais pas passer le bac la même année qu'elle. L'université n'a fait qu'élargir le fossé entre nous. J'ai reçu une bourse partielle pour étudier l'architecture d'intérieur dans une université réputée, tandis qu'Amélie changeait de filière 3 fois avant de se fixer sur la communication à la fac locale. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais déjà décroché un stage chez Dumont et Lefebvre, l'un des cabinets de design les plus prestigieux de la ville. En 2 ans, j'ai été embauché comme architecte d'intérieur titulaire avec mes propres clients. Les années post-universitaires d'Amélie ont été plus tumultueuses. Elle enchaînait les emplois de débutante, ne restant jamais nulle part plus de 8 mois. Sa vie amoureuse suivait un schéma similaire. Des débuts intenses suivis de ruptures dramatiques qui la laissaient en pleurs sur le canapé de nos parents pendant des semaines. Chaque fois, maman et papa la réconfortaient, lui assurant que le bon travail et le bon homme étaient juste au coin de la rue. Le schéma était si prévisible que lorsqu'Amélie a commencé à sortir avec Thomas, je me suis mentalement préparé à la chute inévitable. Thomas Moreau avait 32 ans, était beau de manière conventionnelle avec ses cheveux bruns et ses yeux bleus, et travaillait comme analyste financier. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée de remerciements clients organisée par mon cabinet. J'avais conçu les bureaux de direction de son entreprise l'année précédente.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la façon dont Thomas a d'abord gravité vers moi lors de cet événement. Nous avons discuté pendant près d'une heure des choix de design que j'avais fait pour son immeuble de bureau avant qu'Amélie ne fonde sur nous, se présentant avec un entrain qui frisait le désespoir. Je me suis poliment excusé pour aller voir d'autres invités, et à la fin de la soirée, ils échangeaient leurs numéros de téléphone. Leur relation a progressé rapidement et en 6 mois, Amélie exhibait une bague en diamant taille princesse lors d'un dîner de famille. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Thomas semblait stable et gentil, exactement ce dont Amélie avait besoin après sa série de mauvaises relations. Mais même dans son moment de joie, je l'ai surprise à me regarder, guettant ma réaction comme si mon approbation validait d'une manière ou d'une autre son bonheur. Il aurait pu demander à n'importe qui, a-t-elle dit de manière appuyée pendant ce dîner. Mais il m'a choisi, moi. Maman lui a serré la main. Bien sûr qu'il l'a fait, ma chérie. Tu es spéciale. Mes parents avaient toujours été ainsi, prêts à valoriser Amélie, surtout s'ils percevaient qu'elle se sentait en insécurité par rapport à moi. Ils partaient d'une bonne intention, mais leur approche a nourri plutôt que guéri le fossé entre nous. Papa achetait à Amélie un cadeau coûteux si je recevais un prix. Maman prévoyait une sortie spéciale avec elle si j'avais un succès au travail. C'était comme s'ils essayaient perpétuellement d'équilibrer une balance invisible. Quand Amélie m'a demandé d'être son témoin, j'ai été surprise mais touchée. Malgré notre relation compliquée, elle restait ma sœur et je voulais la soutenir en ce jour important. J'ai accepté avec enthousiasme, espérant que cette expérience partagée pourrait aider à reconstruire la proximité que nous avions perdue. Il n'y a personne d'autre que je voudrais avoir à mes côtés, a dit Amélie en me serrant fort. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous étions à nouveau des enfants, planifiant nos futurs mariages sous des cabanes de couverture. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. La façon dont elle a ajouté « n'éclipse juste pas la mariée, d'accord ?» avec un rire qui n'atteignait pas ses yeux. La façon dont maman a hoché la tête en accord derrière elle. La façon dont papa a plaisanté sur le fait de me tenir éloigné des garçons d'honneur célibataires. Mais j'étais trop concentré sur la possibilité d'une réconciliation pour reconnaître le danger à venir. Je me suis jeté dans mes devoirs de témoin avec enthousiasme, déterminé à aider à offrir à Amélie le jour de mariage parfait. Je n'avais aucune idée que mon dévouement serait récompensé par une trahison ou que les préparatifs du mariage exposeraient les côtés les plus laids de la dynamique de ma famille. 6 mois avant la date du mariage, Amélie a créé un classeur de planification de mariage détaillé avec des onglets colorés et des listes de contrôle quotidiennes. Elle m'a nommé adjointe à la planification du mariage, ce qui signifiait essentiellement que j'étais responsable de l'exécution de la plupart de ses idées tandis qu'elle conservait l'approbation finale sur tout. Malgré mon travail exigeant au cabinet de design, j'ai consacré chaque week-end et de nombreuses soirées en semaine aux préparatifs du mariage. J'ai créé des centres de table personnalisés avec des bouteilles de vin peintes à la main, entourées de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîches. J'ai conçu des marque-places personnalisées avec des aquarelles assorties aux robes des demoiselles d'honneur. J'ai même calligraphié à la main les 150 invitations parce qu'Amélie n'aimait pas les échantillons des imprimeurs. Personne d'autre ne ferait ça pour moi, a dit Amélie un soir alors que nous mettions les invitations sous pli dans mon appartement. Mes amis proposent d'aider, mais elles n'ont pas ton souci du détail. J'ai souri, ravi par ce rare compliment, mes doigts perclus de crampes après des heures de travail méticuleux. C'est à ça que servent les sœurs. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais annulé des projets avec Eric, mon petit ami depuis 2 ans, 3 week-ends de suite pour satisfaire la liste de tâches toujours plus longue d'Amélie. Ou que je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour finir des présentations clients parce que mes soirées étaient consumées par le bricolage du mariage. Au fil des semaines, le comportement d'Amélie est devenu de plus en plus erratique. Des problèmes mineurs devenaient des catastrophes majeures. Quand la pâtisserie a appelé pour confirmer les parfums du gâteau et a mentionné accidentellement vanille au lieu d'amande, Amélie a éclaté en sanglots et a déclaré que le mariage était maudit. Quand une demoiselle d'honneur n'a pas pu venir à un essayage de robe à cause d'une urgence au travail, Amélie ne lui a pas parlé pendant une semaine. Les autres demoiselles d'honneur, Juliette et Clara, échangeaient des regards inquiets lors de ces épisodes, mais ne disaient rien. C'étaient des amies de fac d'Amélie et elle la connaissait depuis plus longtemps que moi. Mais même elle semblait déconcertée par son intensité. « Est-ce qu'elle est toujours comme ça ?» m'a chuchoté Juliette lors d'une dégustation de gâteaux particulièrement tendue où Amélie avait critiqué chaque échantillon. « Non, ai-je dit, essayant d'être loyale. C'est juste le stress du mariage.
Le point de rupture est arrivé lors de notre rendez-vous à la boutique Mariage Élégance. Amélie avait déjà choisi sa robe, un superbe modèle sirène à épaules dénudées avec des appliques en dentelle, et ce rendez-vous était pour les demoiselles d'honneur. Nous nous étions mises d'accord sur des robes vieux roses, et la boutique avait plusieurs styles à nous faire essayer. Je suis sorti de la cabine d'essayage dans une robe trapèze simple avec un décolleté en cœur qui mettait ma silhouette en valeur. La propriétaire de la boutique a joint les mains. Magnifique. La couleur est superbe avec votre teint et vos cheveux. Je me suis tourné pour chercher l'approbation d'Amélie et je l'ai trouvée me fixant, son expression mêlant colère et panique. Avant que je puisse parler, elle a éclaté en sanglots. Tu ne peux pas porter ça, a-t-elle sangloté. Tout le monde te regardera au lieu de me regarder moi. La boutique est devenue silencieuse. Juliette et Clara se sont figées au milieu de leur conversation. La propriétaire s'est maladroitement excusée pour aller vérifier les stocks. Amélie, je ne fais que l'essayer, ai-je dit doucement. On peut choisir autre chose. Tu fais toujours ça, a-t-elle continué comme si je n'avais pas parlé. Tu dois toujours être le centre de l'attention. Maman, qui observait tranquillement depuis un fauteuil en peluche dans le coin, est immédiatement venue aux côtés d'Amélie. Ma chérie, calme-toi. Manon trouvera quelque chose de moins flatteur. Le choix des mots ne m'a pas échappé, mais j'ai mordu ma langue. Pour la paix des ménages, j'ai accepté une robe différente, un style boxy à col haut qui ne faisait rien pour ma silhouette et me donnait l'air effacé. Amélie s'est immédiatement illuminée, la déclarant parfaite. Plus tard dans la soirée, maman m'a prise à part pendant qu'Amélie était aux toilettes. Manon, je dois te demander une faveur pour le mariage. Encore une, ai-je essayé de plaisanter, mais son expression restait sérieuse. Ta sœur est très sensible en ce moment. C'est son jour spécial, son moment unique pour briller. Maman a baissé la voix. Pourrais-tu envisager d'atténuer ton apparence pour le mariage? Peut-être attacher tes cheveux, porter un maquillage minimal. Je l'ai fixée, stupéfaite. Tu veux que je m'enlaidisse pour son mariage? Ne le dis pas comme ça, a dit maman en ayant l'air mal à l'aise. C'est juste que tu sais comment tu attires naturellement l'attention. Amélie a besoin que cette journée soit à propos d'elle. Pour maintenir la paix, j'ai accepté de porter un maquillage minimal le jour du mariage. Cela semblait être une petite concession si cela pouvait rendre Amélie heureuse et réduire les tensions familiales. Je n'ai pas mentionné la conversation à Eric, sachant qu'il serait outré pour moi. L'enterrement de vie de jeune fille aurait dû être amusant, un week-end dans un domaine viticole avec le cortège nuptial. Nous avions des massages programmés, des dégustations de vins organisées et une réservation pour un dîner privé. Mais même là, les insécurités d'Amélie ont fait surface. Tes cheveux sont si jolis, a-t-elle dit en passant ses doigts dans mes longues mèches alors que nous nous préparions pour le dîner. J'en ai toujours été jalouse, tu sais. Thomas en parle tout le temps. Ah bon, ai-je demandé, surprise. Oh oui, a-t-elle dit avec un sourire crispé. Il dit que ça lui rappelle son ex. C'est drôle, non? Plus tard dans la nuit, j'ai accidentellement surpris Amélie et maman en train de parler sur le balcon du complexe hôtelier. J'étais sorti prendre l'air, mais leur voix portait depuis le coin. Je ne comprends juste pas pourquoi elles ne pouvaient pas les couper, disait Amélie. Juste pour mon mariage. Elle a toujours été égoïste concernant son apparence, a répondu maman. Tu te souviens comment elle devait être la plus jolie à ta fête de remise de diplôme du lycée? Je me suis figé, confuse et blessé. Je n'avais aucun souvenir d'avoir essayé d'éclipser Amélie à sa remise de diplôme. En fait, j'avais délibérément porté une robe d'été simple et un maquillage minimal ce jour-là. Tout le monde la regardera marcher dans l'allée avec ses cheveux, a continué Amélie. Elle va me voler la vedette juste en existant. Je me suis glissé à l'intérieur avant qu'elle ne découvre que j'écoutais aux portes, l'esprit vacillant. Était-ce vraiment ainsi qu'elle me voyait? Comme essayant délibérément d'éclipser Amélie? Cette pensée m'a tenu éveillé cette nuit-là, examinant des années d'interaction sous un jour nouveau et troublant. Quand j'ai mentionné certains comportements d'Amélie à Eric lors d'une rare soirée ensemble, sa réaction a été immédiate et ferme. Manon, ce n'est pas normal. Ta famille profite de ta gentillesse. Ils te manipulent pour que tu te sentes mal dans ta peau afin qu'Amélie se sente mieux. Ce n'est pas juste, ai-je dit, sur la défensive malgré mes propres doutes. Ils essaient juste de rendre son mariage spécial à tes dépens, a souligné Eric.
Et tu les laisses faire. C'est ma famille, ai-je dit, comme si cela expliquait tout. Eric a pris ma main. Cela ne leur donne pas le droit de te traiter de cette façon. Être une famille devrait signifier qu'ils t'élèvent, pas qu'ils te rabaissent. J'ai rejeté ses inquiétudes, les attribuant à sa perspective extérieure. Après tout, il n'avait pas grandi avec des frères et sœurs. Comment pouvait-il comprendre la dynamique complexe entre sœurs? Avec le recul, son point de vue objectif était exactement ce dont j'avais besoin, mais la loyauté m'a rendu aveugle à la vérité qui devenait de plus en plus évidente. À l'approche du mariage, j'ai continué à me consacrer aux préparatifs tout en ignorant la boule d'angoisse grandissante dans mon estomac. Je me disais qu'une fois le mariage passé, les choses reviendraient à la normale. Je ne comprenais pas encore que la normale dans ma famille n'avait jamais été saine en premier lieu. 2 jours avant le mariage sont arrivés avec une avalanche de détails de dernière minute et d'émotions exacerbées. Le dîner de répétition était prévu chez Giovanni, un restaurant italien haut de gamme avec une salle privée donnant sur la rivière. J'avais passé la matinée à récupérer la robe de mariée d'Amélie après les dernières retouches, à rassembler les sacs de bienvenue pour les invités venant de loin et à confirmer les détails avec les prestataires. Quand je suis arrivé au restaurant, élégamment vêtu d'une robe de cocktail vert forêt, j'étais épuisé mais déterminé à ce que tout se passe bien. Amélie était magnifique dans une mini-robe en dentelle blanche, ses cheveux blonds coiffés en ondulations lâches. Elle accueillait les invités avec Thomas à ses côtés, tous deux semblant parfaitement heureux. Le dîner s'est déroulé sans problème jusqu'à ce que le témoin du marié, Raphaël, se lève pour porter un toast. Après avoir partagé quelques mots sincères sur le caractère de Thomas, il a bifurqué sur leur amitié. Je connais Thomas depuis la fac, et je l'ai vu sortir avec beaucoup de femmes, a dit Raphaël en levant son verre. Mais aucune ne reste dans ma mémoire comme Amélie. Peut-être parce qu'elle a appelé mon appartement 15 fois la nuit suivant leur premier rendez-vous. Des rires gênés ont parcouru la salle. Le sourire d'Amélie est devenu fragile. Et Thomas, a continué Raphaël, inconscient de la tension. Tu te souviens quand tu l'as vue pour la première fois à cet événement professionnel et que tu as dit, elle est mignonne, mais tu as vu sa sœur? La salle est devenue silencieuse. Tous les yeux faisaient la navette entre Amélie, Thomas et moi. Le visage de Thomas a viré au cramoisi alors qu'il tirait sur la manche de Raphaël pour essayer de le faire asseoir. Avant que quiconque ne puisse réagir davantage, je me suis levé, verre à la main. Je pense que ce que Raphaël voulait souligner, c'est comment Thomas a rapidement reconnu la femme incroyable qu'est Amélie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur connexion a été instantanée et spéciale pour Amélie et Thomas. Les invités ont levé leur verre avec soulagement et la conversation a repris progressivement. J'ai vu Thomas mimer un merci de l'autre côté de la table tandis qu'Amélie fixait son assiette, les lèvres pincées en une ligne fine. Alors que le dîner touchait à sa fin, Amélie s'est approchée de moi près de la table des desserts, la voix basse et venimeuse. Tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Il fallait que tu joues les héroïnes et que tout le monde t'aime plus que moi. Encore. Amélie, j'essayais de sauver un moment gênant, ai-je chuchoté en retour. Raphaël ne faisait qu'empirer les choses. Oh, s'il te plaît, a-t-elle sifflé. Tu as adoré entendre que Thomas t'avait remarqué en premier. Tu aurais probablement voulu qu'il te choisisse toi plutôt que moi. J'ai reculé, stupéfaite par l'accusation. C'est ridicule. Je suis avec Eric. Je n'ai jamais vu Thomas de cette façon. Menteuse, a-t-elle craché. Tu as essayé de m'éclipser pendant toutes ces fiançailles avec tes parfaits petits centres de table, tes suggestions utiles et tes fichus cheveux de princesse que tout le monde complimente. Avant que je puisse répondre, maman est apparue à nos côtés, posant une main d'avertissement sur mon bras. Les filles, pas ici. Manon, aide ta sœur à dire au revoir aux invités. C'est sa soirée. J'ai ravalé ma défense et j'ai fait ce qu'on me demandait, souriant à côté d'Amélie alors que les invités partaient. Thomas semblait inconscient de la tension, discutant joyeusement avec ses proches. Au moment où nous avons quitté le restaurant, ma mâchoire me faisait mal à force de forcer une expression agréable. De retour à la maison de mes parents où je logeais pour aider aux derniers préparatifs du mariage, l'atmosphère restait tendue. Papa s'est servi un dernier verre dans la cuisine tandis que maman s'agitait autour d'Amélie, lui assurant que le dîner avait été parfait malgré ce toast irréfléchi. Je vais me coucher, ai-je annoncé, épuisé par le bilan émotionnel et physique de la journée. Nous avons un rendez-vous tôt au salon demain. Oui, va faire ton sommeil réparateur, a répondu Amélie avec une pointe d'agressivité dans la voix.
On sait tous à quel point ton apparence est importante pour toi. J'ai ignoré la pique et je suis monté dans mon ancienne chambre, maintenant convertie en chambre d'amis, mais contenant encore des vestiges de mon adolescence, trophée du club de débat, photographie délavée, un tableau en liège avec des lettres d'admission à l'université. Je me suis changé en pyjama et j'ai pris un somnifère léger, espérant qu'il calmerait mes pensées galopantes et m'aiderait à me reposer avant une autre journée exigeante. Le médicament a agi rapidement, m'entraînant dans un sommeil profond et sans rêve. Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais quand une sensation étrange m'a partiellement réveillé, un tiraillement au niveau de mon cuir chevelu, des voix étouffées. Dans mon état de sédation, je ne pouvais pas me réveiller complètement ni donner un sens à ce qui se passait. Je suis retombé dans le sommeil, rejetant cela comme faisant partie d'un rêve. Quand je me suis finalement réveillé le lendemain matin, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ma tête semblait plus légère, différente. J'ai levé la main pour écarter mes cheveux de mon visage et je n'ai rien trouvé. Juste des pointes courtes et irrégulières là où mes longues mèches auraient dû être. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu assimiler ce que je touchais. J'ai trébuché jusqu'au miroir, confuse, et j'ai fixé mon reflet avec horreur. Ma magnifique chevelure qui m'arrivait à la taille avait été coupée en morceaux inégaux, aucun ne dépassant mon menton. Certaines mèches étaient coupées si près du crâne que la peau pâle apparaissait à travers. Non, ai-je chuchoté en touchant les restes ruinés. Non, non, non. Je me suis précipité vers la salle de bain, espérant contre toute logique que je pourrais réparer ça d'une manière ou d'une autre, que c'était un terrible malentendu. Dans la poubelle du couloir, j'ai trouvé la preuve. De longues mèches de mes cheveux auburn fourrées négligemment sous des mouchoirs et des tubes de dentifrice vides. La rage et l'incrédulité m'ont propulsé en bas où j'ai trouvé mes parents assis à la table de la cuisine, buvant du café comme si c'était un matin normal. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» ai-je exigé, la voix tremblante. Ils ont échangé des regards avant que maman ne parle. On savait que tu ne serais pas d'accord si on te demandait. L'aveu désinvolte m'a coupé le souffle. Vous avez coupé mes cheveux pendant que je dormais. Tes cheveux? Ils repousseront, Manon, a dit papa, ne croisant pas tout à fait mon regard. Ce ne sont que des cheveux. Juste des cheveux? Je les laisse pousser depuis plus de 10 ans. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment avez-vous pu me faire ça? C'est pour le grand jour d'Amélie, a expliqué maman comme si c'était tout à fait sensé. Elle a besoin de ce jour unique pour se sentir spéciale, pour être le centre de l'attention. Est-ce vraiment trop demandé? Je les ai fixés, incapable de comprendre leur raisonnement. Vous m'avez violé pendant que je dormais. Vous n'aviez aucun droit de toucher à mon corps. Ne sois pas si dramatique, a dit papa, le ton se durcissant. La famille fait des sacrifices les uns pour les autres. Ta sœur a toujours vécu dans ton ombre. Le moins que tu puisses faire est de la laisser briller le jour de son mariage. En me coupant les cheveux sans mon consentement? Ma voix montait sous l'effet de l'incrédulité. Ce n'est pas un sacrifice. C'est une agression. Une agression? Maman a pouffé. Écoute-toi. Nous sommes tes parents. Ça ne vous donne pas le droit de me couper les cheveux pendant que je suis inconsciente. Je criais maintenant, les larmes coulant sur mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Aucun d'eux ne s'est excusé. Au lieu de cela, ils me regardaient avec des expressions mêlant pitié et agacement, comme si je faisais un caprice irrationnel. La réalité m'a frappé alors. Ils croyaient sincèrement qu'ils étaient justifiés. Dans leur esprit, mutiler mes cheveux pendant mon sommeil était une action raisonnable pour le bénéfice d'Amélie. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai appelé Eric, à peine capable de parler à travers mes sanglots. Il n'a pas pu comprendre ce qui s'était passé au début, me faisant répéter 3 fois. Ils ont fait quoi? A-t-il finalement rugi? J'arrive te chercher tout de suite. C'est une agression, Manon. C'est un crime. En attendant Eric, j'ai appelé mon amie Zoé, coiffeuse professionnelle. J'ai besoin d'une aide d'urgence, lui ai-je dit, la voix tremblante. Tu peux venir chez Eric? C'est grave. J'ai fait mes valises rapidement, ne voulant pas passer une minute de plus dans la maison de mes parents. Alors que je fermais ma valise, mon téléphone a sonné. Amélie. Maman dit que tu fais une crise de nerfs, a-t-elle dit sans préambule. Qu'est-ce qui se passe? Comme si tu ne savais pas, ai-je répondu froidement. Ils ont coupé mes cheveux pendant que je dormais.
Pour ton mariage. Une pause. Oh, ça. Je pensais qu'ils allaient peut-être juste les raccourcir un peu. Son manque de choc a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Elle était au courant de leur plan depuis le début. Tu savais qu'ils allaient me faire ça? Eh bien, a hésité Amélie. Nous avons discuté du fait que tes cheveux pourraient être distrayants sur les photos de mariage. Maman a dit qu'elle s'en occuperait. S'en occuper? Ils m'ont agressé dans mon sommeil. Ne sois pas si dramatique, Manon. Ce ne sont que des cheveux. Au moins maintenant, les gens me regarderont vraiment le jour de mon mariage au lieu de toi. Ces mots, au moins maintenant les gens me regarderont, ont tout cristallisé. Des années de compétition, d'insécurité et de manipulation prenaient soudain tout leur sens. Ce n'était pas à propos d'un mariage. C'était à propos de me diminuer systématiquement pour élever Amélie. Je ne serai pas à ton mariage, ai-je dit doucement. Quoi? Tu ne peux pas te défiler maintenant. Tu es mon témoin. Tu aurais dû y penser avant de cautionner qu'on me coupe les cheveux pendant que je dormais. Tu vas tout gâcher, a hurlé Amélie. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? De quoi ça aura l'air si ma propre sœur n'est pas là? Ce n'est plus mon problème. Eric est arrivé peu après, le visage s'assombrissant de colère quand il a vu mes cheveux massacrés. Il m'a enveloppé dans une étreinte serrée alors que je m'effondrais à nouveau, tout le poids de la trahison s'abattant sur moi. On part, a-t-il dit fermement. Tout de suite. Mes parents ont tenté de bloquer notre sortie, papa se mettant devant la porte les bras croisés. Tu te comportes comme une enfant, Manon, a-t-il dit. Le mariage est demain. Tu as des responsabilités. Bougez, a dit Eric, sa voix dangereusement calme. Ou j'appelle la police et je signale ce que vous lui avez fait. Ils nous ont laissés partir, non sans que maman ne me crie après que je brisais le cœur d'Amélie et gâchais le jour le plus important de sa vie. Pendant qu'Eric nous conduisait à son appartement, mon téléphone vibrait constamment de textos et d'appels de ma famille. Je l'ai éteint, incapable de supporter davantage leur logique tordue. La violation que je ressentais allait au-delà de l'acte physique de couper mes cheveux. C'était la réalisation que ma famille, les gens qui devraient m'aimer et me protéger, avaient conspiré pour me nuire pour quelque chose d'aussi superficiel que des photos de mariage. Ils avaient décidé que mon autonomie corporelle était moins importante que les insécurités d'Amélie, et ils s'attendaient à ce que j'accepte ce traitement sans me plaindre. Pour la première fois, j'ai vu clairement ce qu'Eric essayait de me dire. Ce n'était pas de l'amour. C'était toxique, manipulateur et mauvais. Et j'en avais fini de me sacrifier sur l'autel de l'ego d'Amélie. L'appartement d'Eric est devenu mon sanctuaire ce jour-là. Il a fait du thé pendant que j'étais assise, engourdie, sur son canapé, essayant encore de traiter ce qui s'était passé. Quand j'apercevais mon reflet dans son écran de télévision ou ses appareils de cuisine, je me reconnaissais à peine. Ce n'était pas seulement le changement physique. Quelque chose dans mes yeux avait changé aussi. Ils sont allés trop loin cette fois, Manon, a dit Eric en s'asseyant à côté de moi. Ce qu'ils ont fait est légalement une agression. On pourrait porter plainte si tu le voulais. L'idée semblait à la fois extrême et entièrement justifiée. Je ne sais pas si je pourrais gérer une bataille juridique en ce moment, ai-je admis. Mais je sais que je ne peux pas retourner là-bas. Je ne peux pas faire semblant que c'est normal. Tu n'as pas à le faire, m'a-t-il assuré en prenant ma main. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Zoé est arrivée 1 heure plus tard avec sa mallette professionnelle. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu mes cheveux coupés. Le professionnalisme a momentanément cédé la place au choc. Putain Manon. Quand tu as dit urgence, je pensais que tu avais peut-être essayé de couper ta propre frange. Elle a tourné autour de moi, évaluant les dégâts avec une colère croissante. Qui a fait ça? On dirait qu'ils ont utilisé des cisailles de jardin. Mes parents, ai-je dit, les mots semblant encore surréalistes. Pendant que je dormais, pour que je n'éclipse pas ma sœur à son mariage. La bouche de Zoé s'est ouverte. C'est la chose la plus tordue que j'ai jamais entendue. C'est une agression. C'est ce que j'ai dit. Eric a appelé depuis la cuisine où il refaisait du thé. Tu peux arranger ça, ai-je demandé doucement. Zoé a posé ses mains doucement sur mes épaules. Je peux faire en sorte que ça ait l'air intentionnel au lieu de donner l'impression que tu as perdu un combat contre une tondeuse à gazon. Mais Manon, il n'y a pas de solution miracle pour cette longueur. On parle d'une coupe à la garçonne au mieux.
J'ai hoché la tête, de nouvelles larmes menaçant de couler. Fais juste en sorte que ça arrête de ressembler à ça. Pendant que Zoé travaillait, égalisant soigneusement les pointes déchiquetées et donnant forme à ce qui restait pour en faire quelque chose de délibéré, mon téléphone continuait de vibrer sur la table basse. J'avais coupé le son mais je pouvais le voir s'allumer avec des appels de maman, papa et Amélie. Finalement, j'ai répondu à l'un des appels d'Amélie, le mettant sur haut-parleur pour qu'Eric et Zoé puissent entendre. « T'es où » a-t-elle exigé immédiatement. « Maman dit que tu as pris toutes tes affaires et que tu es parti. Je suis chez Eric. Je ne reviens pas. Mais le mariage est demain. Les coiffeurs et maquilleurs arrivent à 9h. On a la visite finale du lieu à 11h. Je ne serai pas là, Amélie. Je ne peux plus être ton témoin. » Une pause, puis sa voix a pris un ton plus doux, enjôleur. « Écoute, je sais que tu es contrarié pour tes cheveux, mais on peut arranger ça. On te trouvera une perruque. Personne ne remarquera rien. » La façon décontractée dont elle rejetait ce qu'on m'avait fait comme si c'était un inconvénient mineur plutôt qu'une violation profonde a renforcé ma détermination. Il ne s'agit pas de mon apparence sur tes photos de mariage. Il s'agit du fait que ma famille a conspiré pour m'agresser dans mon sommeil. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Ce ne sont que des cheveux. C'est mon corps, ai-je répliqué. Et vous avez tous décidé que vous aviez le droit de le modifier sans mon consentement pendant que j'étais inconsciente. Bien, a craqué Amélie, laissant tomber le masque de la sympathie. Sois égoïste. Tu as toujours été égoïste. As-tu la moindre idée de ce que ça fait d'être ta sœur? D'être toujours la quelconque, l'oubliable. Celle que les garçons ignorent pour arriver à toi. Ce n'est pas ma faute, Amélie. Et ça ne justifie pas ce que vous avez fait. Oh, s'il te plaît, a-t-elle pouffé. Tu adores l'attention. Tu t'en nourris. Même maintenant, tu ramènes mon mariage à toi en refusant de participer. Après que vous m'ayez agressé. C'est ça qui ramène tout à moi. Tu gâches tout. Sa voix est montée jusqu'au cri. Si tu ne viens pas demain, ne t'avise pas de venir à la maison pour Noël. Ni pour Pâques, ni jamais. C'est censé être une menace, ai-je demandé doucement. Parce qu'en ce moment, ça ressemble à un soulagement. Elle a raccroché et l'appartement est devenu silencieux, à l'exception du doux bruit des ciseaux de Zoé. Elle savait, ai-je dit après un moment. Elle savait qu'ils allaient couper mes cheveux. Bien sûr qu'elle le savait, a répondu Zoé, tournant doucement ma tête pour travailler sur une autre section. Ce n'était pas un truc impulsif. Ils ont planifié ça. La réalisation s'est installée lourdement dans ma poitrine. Ma sœur n'avait pas seulement laissé faire. Elle l'avait probablement initié. Les parents qui auraient dû me protéger étaient devenus des armes dans la campagne d'Amélie pour me diminuer. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Papa appelait cette fois. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Manon Elisabeth Dubois, a-t-il commencé de sa voix la plus sévère. Tu vas arrêter ce comportement puéril tout de suite et rentrer à la maison. Ta sœur est en larmes. Ta mère est hors d'elle. Je ne reviens pas, ai-je dit fermement. Ce que vous avez fait était mal, papa. C'était une violation. Nous avons fait ce que nous devions faire, a-t-il insisté. Amélie a passé toute sa vie en compétition avec toi. Elle mérite un jour où elle est la star. Aux dépens de mon intégrité physique? Vous avez coupé mes cheveux sans permission alors que j'étais drogué au somnifère. C'est pour la famille, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Parfois, on fait des sacrifices. Non, papa. Ce n'était pas un sacrifice que j'ai choisi de faire. C'était quelque chose que vous m'avez fait subir. Il y a une différence. Si tu ne viens pas demain, tu briseras le cœur de ta sœur et tu embarrasseras cette famille devant tous ceux que nous connaissons. C'est vraiment ce que tu veux. La culpabilisation aurait pu fonctionner un jour plus tôt, mais maintenant, avec Zoé sauvant soigneusement ce qui restait de mes cheveux et la présence solidaire d'Eric à mes côtés, je voyais la manipulation pour ce qu'elle était. Ce que je veux, c'est une famille qui respecte mes limites et ne m'agresse pas pendant que je dors. Puisque c'est apparemment trop demandé, je vais rester à l'écart. La voix de papa s'est durcie. Si tu n'es pas à ce mariage demain, n'attends rien de nous à l'avenir. Pas d'aide pour l'apport de ton appartement, pas de cadeau de Noël, rien. La menace financière aurait dû m'effrayer. J'économisais pour un apport,
et mes parents avaient promis d'aider. Mais au lieu de cela, ça a clarifié les choses davantage. Leur amour et leur soutien étaient conditionnés à ma soumission à leur dynamique familiale tordue. Je comprends, ai-je dit calmement. Au revoir, papa. Après avoir raccroché, nous sommes restés assis en silence un moment. Puis Zoé a pris la parole. Tu sais quoi? Qu'ils aillent se faire voir. On va te rendre si belle avec cette coupe qu'ils regretteront d'avoir touché le moindre cheveu. Eric a hoché la tête en accord. Et tu n'as pas besoin de leur argent pour l'apport. On parlait d'emménager ensemble de toute façon. On peut mettre nos économies en commun. Leur soutien m'a enveloppé comme un baume apaisant. Pendant des années, j'avais accepté le traitement de ma famille parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Se sacrifier pour les autres. Mais voici deux personnes qui me montraient ce qu'était le véritable amour, respect, soutien et colère légitime en mon nom. À la tombée de la nuit, j'ai pris ma décision. Je ne me laisserai pas intimider pour assister au mariage d'Amélie comme si de rien n'était. Mais je ne donnerai pas non plus à ma famille la satisfaction de me dépeindre comme la méchante qui a abandonné sa sœur le jour de son mariage. J'allais prendre le contrôle de ce récit. Je dois passer quelques coups de fil, ai-je dit à Eric et Zoé. J'ai une idée. Le plan s'est formé rapidement. Pas un complot vengeur pour ruiner le mariage d'Amélie, mais un moyen de reprendre mon pouvoir et d'exposer la vérité tout en conservant ma dignité. Je ne m'abaisserai pas à leur niveau, mais je ne me cacherai pas non plus. Pour la première fois depuis mon réveil avec mes cheveux massacrés, j'ai ressenti un sentiment de calme détermination. Ma famille m'avait sous-estimé, supposant que je me plierais à leurs exigences ou que je m'effondrerais complètement. Ils n'avaient jamais envisagé que je puisse trouver une troisième option, une qui me permettrait de me défendre sans sacrifier mon intégrité. Alors que Zoé mettait la touche finale à ma nouvelle coiffure, j'ai croisé mon reflet dans son miroir à main. La coupe courte mettait l'accent sur mes pommettes et mes yeux d'une manière que mes cheveux l'on n'avait jamais faite. Ça avait l'air intentionnel, audacieux, et étonnamment, ça m'allait. Qu'est-ce que tu en penses? A demandé Zoé avec anxiété. Je pense, ai-je dit lentement, que c'est le début de quelque chose de nouveau. Le matin après l'incident de la coupe de cheveux, Zoé est retournée à l'appartement d'Eric pour le coiffage final. Elle a apporté des produits professionnels pour sublimer ma nouvelle coupe à la garçonne. Travaillant avec des mains douces et une détermination féroce. Nous allons transformer cette violation en victoire, a-t-elle déclaré en appliquant une pâte texturisante pour créer une définition mèche par mèche autour de mon visage. Cette coupe fait vraiment ressortir ta structure osseuse d'une manière que tes cheveux l'on ne faisait pas. En me regardant dans le miroir, j'ai dû admettre qu'elle avait raison. Le style court accentuait mes yeux verts et mes pommettes hautes, créant un look élégant et sophistiqué que je n'avais jamais envisagé pour moi-même. C'était différent, mais pas de la manière dont ma famille l'avait prévu. Plutôt que de me diminuer, le nouveau style avait un effet saisissant. Nous devons documenter cette transformation, a suggéré Eric, attrapant déjà son appareil photo. Montre à tout le monde que ce n'est pas quelque chose qui t'a brisé. Avec ma permission, il a pris des photos pendant que Zoé finissait de coiffer, capturant mon nouveau look sous différents angles avec diverses expressions. Sur chaque image, j'avais l'air confiante, même provocante, pas du tout comme quelqu'un qui avait été victimisé. Elles sont incroyables, Manon, a dit Eric en me montrant les photos. Tu ressembles à un mannequin. Une idée a jailli. Allons faire du shopping, ai-je annoncé. J'ai besoin de quelque chose à me mettre. Nous nous sommes dirigés vers les galeries Lafayette où j'ai contourné le rayon des robes pour aller directement au costume de créateur. La vendeuse m'a aidé à trouver un smoking femme ivoire cintré avec un pantalon slim et une veste ajustée. C'était moderne, inattendu et absolument magnifique avec ma nouvelle coupe de cheveux. C'est parfait, ai-je dit en examinant mon reflet. Complètement différent de ce que j'aurais porté avant. Eric a sifflé doucement quand je suis sorti de la cabine d'essayage. Tu es incroyable. Puissante. C'est exactement comme ça que je voulais me sentir. Puissante plutôt que victime. Le costume représentait ma transformation, tant extérieure qu'intérieure. Je n'étais plus la fille et la sœur docile qui sacrifierait son propre bien-être pour maintenir la paix. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec des limites et du respect de soi. De retour à l'appartement d'Eric, j'ai appelé Rebecca, une amie d'enfance qui avait vécu des dynamiques familiales similaires.
Elle avait pris ses distances avec ses propres parents toxiques il y a des années et me pressait d'établir des limites plus strictes avec les miens. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Manon, c'est une agression. Tu pourrais porter plainte. Je sais, ai-je soupiré. Mais pour l'instant, je me concentre plus sur le fait de traverser la journée de demain avec ma dignité intacte. Rebecca est restée silencieuse un instant. Tu sais, j'ai un contact qui pourrait être intéressé par cette histoire. Mon cousin Samuel travaille pour le journal local. Il couvre les faits de société. Ce genre de drame familial serait tout à fait dans ses cordes. Je ne veux pas créer un énorme scandale, ai-je dit avec hésitation. Ce ne serait pas un exposé en première page, m'a-t-elle assuré. Juste un article réfléchi sur les limites et les dynamiques familiales. Tu n'aurais même pas à utiliser vos vrais noms si tu ne voulais pas. J'y ai réfléchi. Avoir un journaliste documentant ce qui s'était passé garantirait que ma famille ne pourrait pas tordre le récit plus tard. Laisse-moi y réfléchir. Peut-être demande à Samuel de me contacter après le mariage. Ensuite, j'ai contacté les parents de Thomas, que j'avais rencontrés plusieurs fois lors des célébrations de fiançailles. Ils avaient toujours été gentils avec moi, et je sentais qu'ils trouvaient la dynamique de ma famille quelque peu étrange. Madame Moreau, c'est Manon, la sœur d'Amélie. Manon, êtes-vous impatiente pour demain? Amélie nous dit que vous avez été d'une telle aide pour tout. J'ai pris une profonde inspiration. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Il y a eu un incident, et je voulais que vous l'entendiez de moi plutôt que par des rumeurs demain. J'ai expliqué ce qui s'était passé, non pour les monter contre Amélie, mais pour m'assurer qu'ils comprenaient pourquoi je pourrais ne pas être dans le cortège comme prévu. Le halètement horrifié de Madame Moreau m'a tout dit sur la façon dont les gens normaux voyaient ce que ma famille avait fait. C'est. Je n'ai même pas de mots, a-t-elle finalement dit. Est-ce que Thomas est au courant? Je ne pense pas, ai-je répondu honnêtement. Et je n'appelle pas pour causer des problèmes entre lui et Amélie. Je voulais juste que vous sachiez pourquoi les choses pourraient être différentes demain. Bien sûr, ma chère. Merci de me l'avoir dit. Et Manon, je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. Sa simple validation m'a mis les larmes aux yeux. Merci de dire ça. Mon appel suivant était pour Jason, un ami photographe qui avait initialement proposé de photographier le mariage d'Amélie comme cadeau avant qu'elle n'insiste pour engager un professionnel plus cher. J'ai expliqué la situation et demandé s'il serait disponible pour documenter la journée, non pas comme photographe officiel, mais comme quelqu'un qui pourrait capturer des moments candides. Juste pour qu'il y ait une trace de ce qui se passe réellement, ai-je expliqué. Au cas où ma famille essaierait de déformer les choses plus tard. Je te couvre, m'a assuré Jason. Je serai discret, mais minutieux. Tout au long de l'après-midi, mon téléphone a continué d'exploser de messages. Maman envoyait des textos manipulateurs sur la façon dont je brisais le cœur d'Amélie. Papa laissait des messages vocaux menaçant de me déshériter. Amélie alternait entre accusations rageuses et supplications larmoyantes pour que je reconsidère. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur la préparation d'un cadeau de mariage réfléchi. Malgré tout, j'avais commandé une aquarelle personnalisée du lieu du mariage il y a des mois comme surprise. L'artiste avait capturé le bâtiment historique en pierre avec ses murs couverts de lierre et ses jardins fleuris, la vue exacte qu'Amélie et Thomas verraient en prononçant leurs vœux. J'ai écrit une carte simple pour l'accompagner, Amélie et Thomas, que votre mariage soit construit sur le respect mutuel, des limites saines et un amour véritable. Félicitations, Manon. Ce soir-là, un texto d'Amélie est arrivé, ce qui m'a surprise. Maman t'a acheté une perruque. Viens au brunch de répétition demain à 10h. On fera comme si rien ne s'était passé. C'était mon ouverture. Je serai là, ai-je répondu simplement. Eric avait l'air inquiet quand je lui ai montré le message. Tu es sûr de ça? Après tout ce qu'ils ont fait. Je suis sûr, ai-je dit fermement. Mais je ne vais pas porter de perruque ni faire semblant que rien ne s'est passé. J'y vais à mes conditions. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre plus longue à Amélie, non pas pour le mariage, mais pour après. Elle détaillait comment ses actions et celles de nos parents m'avaient affecté, établissait des limites claires pour toute relation future et expliquait les conséquences de leur choix. Ce n'était ni colérique ni accusateur, juste clair et ferme. Je t'aime comme ma sœur, ai-je conclu, mais je ne peux plus te permettre de me traiter comme une moins que rien.
Tes insécurités ne justifient pas la cruauté. J'espère qu'un jour tu comprendras que la vraie confiance vient de l'intérieur, pas du fait de diminuer les autres. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe, prévoyant de la laisser avec le cadeau de mariage. Ensuite, je me suis tourné vers les réseaux sociaux, non pas pour créer un drame, mais pour reprendre mon récit. J'ai posté plusieurs des superbes photos qu'Eric avait prises de ma nouvelle coupe avec une légende simple, nouveau look, nouveau chapitre. Parfois, les changements inattendus s'avèrent être exactement ce dont nous avions besoin. Cheveux courts, nouveau départ. En quelques minutes, les commentaires ont afflué d'amis et de collègues. OMG, tu es magnifique. Cette coupe a été faite pour ton visage. Quelle classe. J'adore. Je n'ai pas mentionné comment ou pourquoi le changement s'était produit. Je n'en avais pas besoin. La réponse massivement positive a été la première étape pour transformer ce que ma famille avait voulu comme une humiliation en quelque chose d'émancipateur. Avant de dormir, Eric m'a serré contre lui. Je suis fier de toi, a-t-il murmuré contre mes cheveux. Ce que tu fais demande une force incroyable. Je veux juste gérer ça avec grâce, ai-je dit. Me défendre sans m'abaisser à leur niveau. C'est exactement ce qui rend la chose si puissante, a-t-il répondu. Tu brises le cycle. Tu leur montres qu'il y a une autre façon d'être. Alors que je m'endormais cette nuit-là, dans un lit où personne ne me violerait, j'ai ressenti un sentiment de calme surprenant. Demain serait difficile, mais ce serait aussi le premier jour d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je définis ma valeur, pas quelqu'un d'autre. Ma famille avait tenté de tamiser ma lumière pour faire briller Amélie plus fort. Au lieu de cela, il m'avait aidé par inadvertance à trouver une brillance en moi qui ne pouvait pas être éteinte par quelque chose d'aussi superficiel qu'une coupe de cheveux. Cette révélation était un cadeau que je n'avais pas attendu, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de me donner. Le matin du mariage d'Amélie s'est levé clair et lumineux, la lumière du soleil inondant les stores d'Eric comme si l'univers lui-même approuvait mes plans. Je me suis réveillé étrangement calme, centré d'une manière que je n'avais pas connue auparavant. Le choc initial et la blessure s'étaient cristallisés en détermination. J'ai pris mon temps pour me préparer, appliquant un maquillage qui soulignait mes yeux et mes pommettes, accentuant plutôt que cachant mon nouveau look. Le costume ivoire était prêt sur la porte du placard, un rappel visuel de ma transformation. Quand je me suis finalement tenu habillé devant le miroir, même moi j'ai été prise au dépourvu par le reflet. La femme qui me regardait avait l'air confiante, sophistiquée et indéniablement frappante. La coupe à la garçonne que ma famille avait voulu comme punition était devenue une déclaration d'indépendance. Le costume, avec ses lignes épurées et sa silhouette moderne, communiquait la force plutôt que la soumission. Tu es incroyable, a dit Eric depuis l'embrasure de la porte, déjà vêtu de son costume gris anthracite et de sa cravate bleu pâle. Absolument éblouissante. Je me sens différente, ai-je admis, comme si c'était celle que j'étais censé être depuis le début. Nous sommes arrivés sur le lieu, un manoir historique en pierre avec de vastes jardins, 40 minutes avant le brunch prévu. J'étais délibérément venu en avance pour aider comme je l'avais promis il y a des semaines, démontrant que malgré tout, j'étais toujours une personne intègre. La coordinatrice du mariage m'a repéré immédiatement, se précipitant avec un presse-papier et une expression harcelée. Manon, Dieu merci tu es là. Le fleuriste a livré la mauvaise nuance de rose pour la table d'honneur, et Amélie fait une crise dans la suite nuptiale. Je vais m'occuper des fleurs, ai-je dit calmement. Quelles ont-ils apporté? Rose poudrée au lieu de vieux roses, a-t-elle répondu, semblant déjà soulagée. Le poudré complétera mieux les nappes en fait, lui ai-je assuré. Laisse-moi les réarranger légèrement et ajouter de la verdure des compositions du jardin. Personne ne saura que ce n'était pas le plan initial. Alors que je travaillais rapidement avec les centres de table. Ajoutant des brins d'eucalyptus et réarrangeant les fleurs pour créer un look plus organique et abondant, les membres du personnel et de la famille arrivés tôt se retournaient sur mon passage. Manon, c'est toi. Tante Marthe, la tante de Thomas, s'est approchée, les yeux écarquillés. Tes cheveux, c'est absolument adorable sur toi. Merci, ai-je répondu avec un sourire sincère. Il était temps de changer. Je venais de finir les compositions florales quand Amélie est entrée dans le jardin avec nos parents et la famille de Thomas. La conversation s'est tue immédiatement quand ils m'ont aperçu. Amélie s'est figée au milieu de sa phrase, son visage passant du choc à la confusion, puis à la colère. La main de maman a volé à sa bouche tandis que l'expression de papa s'assombrissait de manière menaçante.
Thomas, marchant à côté d'eux, avait simplement l'air perplexe face à la tension soudaine. « Qu'est-ce que tu fais » a sifflé Amélie en arrivant à ma hauteur. « Où est la perruque ?» J'ai décidé de ne pas en porter, ai-je répondu égal. C'est à ça que je ressemble maintenant. Tu essaies de gâcher mon mariage, a-t-elle accusé, la voix montant. Tu as coupé tes cheveux encore plus courts juste pour faire une scène. La mère de Thomas s'est avancée, l'expression inquiète. Amélie, ma chère, est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Ma sœur essaie de saboter mon mariage en se montrant avec cette tête. Madame Moreau a froncé les sourcils. Je trouve que Manon est ravissante, très élégante. Vous ne comprenez pas, a interjeté maman, tirant Amélie protectrice contre elle. Manon sait qu'Amélie voulait être le centre de l'attention aujourd'hui. C'est juste une autre façon de lui voler la vedette. Thomas avait l'air de plus en plus confus. Pourquoi la coupe de cheveux de Manon volerait la vedette à qui que ce soit? Ce ne sont que des cheveux. Exactement ce que j'ai dit, ai-je répondu calmement. Ce ne sont que des cheveux. Papa s'est avancé, tentant de m'éloigner du groupe. Manon, on doit parler en privé. Non, pas besoin, ai-je déclaré fermement. Il n'y a rien à discuter. Je suis ici pour célébrer le mariage d'Amélie et Thomas, tel que je suis. On t'a acheté une perruque, a insisté maman, la voix tendue par une colère contenue. Soit tu la portes, soit tu pars. Le père de Thomas, qui écoutait silencieusement, a pris la parole. Pardonnez-moi d'intervenir, mais est-ce que je comprends bien que vous demandez à Manon de porter une perruque parce que vous n'aimez pas sa coupe de cheveux? La simplicité de sa question a souligné l'absurdité de leur demande. Amélie a dû le réaliser aussi, car elle a rapidement changé de tactique. Ce n'est pas à propos de la coupe, a-t-elle dit en forçant un sourire. C'est juste qu'on avait un look spécifique prévu pour le cortège. Pour les photos. Les photos seront magnifiques, lui ai-je assuré. Un témoin avec des cheveux courts ne gâchera rien. Tu n'es plus le témoin, a claqué Amélie. C'est Juliette. Juliette, qui venait d'arriver et se tenait à proximité, a eu l'air surprise. Quoi? Depuis quand? Depuis maintenant, a répondu Amélie sèchement. Manon, tu peux t'asseoir avec les invités ordinaires. Tout au fond. Thomas observait cet échange avec une inquiétude grandissante. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi remplaces-tu ta sœur comme témoin à cause d'une coupe de cheveux? Madame Moreau a touché le bras de son fils. Thomas, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Manon m'a appelé hier. Elle a baissé la voix, mais dans le silence tendu, ces mots ont porté. Les parents d'Amélie ont coupé les cheveux de Manon pendant qu'elle dormait, sans sa permission. L'expression de Thomas est passée de la confusion à l'incrédulité. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Tous les yeux se sont tournés vers mes parents, qui ont eu la décence d'avoir l'air momentanément mal à l'aise avant que papa ne tente de reprendre le contrôle. C'était une affaire de famille, a-t-il dit avec dédain. Manon est dramatique. Ils m'ont drogué avec des somnifères et ont coupé mes cheveux pendant que j'étais inconsciente, ai-je déclaré clairement. Parce qu'ils pensaient que j'éclipserais Amélie au mariage avec mes cheveux longs. Thomas a fixé Amélie. Tu étais au courant. Son hésitation était une réponse suffisante. Oh mon Dieu, a-t-il murmuré en reculant d'un pas. Tu le savais, n'est-ce pas? La coordinatrice du mariage, sentant le désastre, est intervenue. Peut-être devrions-nous tous prendre un moment pour respirer. La cérémonie n'est que dans 3 heures, et les invités arrivent pour le brunch. Ce rappel des apparences publiques a immédiatement affecté mes parents, qui ont plaqué de faux sourires tout en chuchotant furieusement à Amélie. Thomas s'est éloigné du groupe, marchant vers le jardin avec son père qui le suivait de près. Juliette et Clara se sont approchés de moi, leur expression sympathique. C'est vraiment vrai, a demandé Juliette doucement. Ils ont coupé tes cheveux pendant que tu dormais. J'ai hoché la tête. C'est tordu, a dit Clara sans détour. Et tes cheveux sont superbes maintenant, au fait. La coupe te va parfaitement. Leur soutien, surtout en tant qu'ami d'Amélie, signifiait plus qu'elle ne pouvait le savoir. Tout au long du brunch, d'autres invités ont complimenté mon nouveau look, complètement inconscient du drame derrière. Chaque commentaire positif était une petite victoire, sapant la tentative de ma famille de m'humilier.
J'ai maintenu une présence digne tout au long des activités pré-mariage, aidant là où c'était nécessaire et acceptant gracieusement ma rétrogradation de témoin sans me plaindre. Mon calme confiant semblait énerver Amélie et mes parents plus que n'importe quel éclat de colère ne l'aurait fait. Jason, mon ami photographe, circulait discrètement, capturant des moments candides, y compris l'agacement visible d'Amélie chaque fois que quelqu'un complimentait mon apparence, et l'expression de plus en plus pensive de Thomas alors qu'il observait ses futurs beaux-parents. La cérémonie s'est déroulée comme prévu, bien qu'avec une tension palpable sous-jacente aux vœux et rituels traditionnels. J'étais assise dans le public à côté d'Eric, qui me serrait la main en soutien tout du long. De ce point de vue, je pouvais voir ce que j'aurais pu manquer en faisant partie du cortège, la façon dont Thomas a hésité légèrement avant de dire « je le veux », les regards inquiets que ses parents échangeaient. La qualité forcée du sourire d'Amélie dans ce qui aurait dû être son moment le plus heureux. À la réception, je me suis approché de la table d'honneur avec le tableau magnifiquement emballé et ma lettre scellée. Amélie a accepté les deux avec une méfiance évidente. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé en lorgnant l'enveloppe. « Le cadeau est une peinture du lieu », ai-je expliqué. Avant qu'elle ne puisse répondre, le DJ a annoncé qu'il était temps pour les discours. Juliette, dans son rôle de témoin assumé à la hâte, a fait un discours générique sur l'amitié et l'amour. Quand ce fut mon tour de parler, un créneau que la coordinatrice avait maintenu malgré mon retrait du cortège, je me suis levé avec une dignité tranquille. Amélie et Thomas, ai-je commencé d'une voix posée. Aujourd'hui marque le début de votre voyage ensemble en tant que partenaires. Un véritable partenariat exige le respect mutuel, l'honnêteté et le courage de voir l'autre tel qu'il est vraiment, pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. J'ai levé légèrement mon verre. Que votre mariage soit construit sur une fondation de vérité et de respect. Puissiez-vous vous élever l'un l'autre plutôt que de vous rabaisser. Et puissiez-vous toujours vous rappeler que l'amour n'est pas une question de possession ou de contrôle, mais de soutien à la croissance et au bonheur de l'autre. Le toast simple, dépourvu de toute référence directe aux événements récents mais lourd de sens, a laissé un silence pensif dans son sillage. Thomas a croisé mon regard à travers la pièce, son expression indéchiffrable mais intense. Tout au long de la soirée, j'ai engagé des conversations stratégiques avec des invités clés qui posaient des questions directes sur mon changement radical d'apparence ou mon absence du cortège. Je n'ai jamais donné l'information spontanément, mais quand on me le demandait directement, je disais la simple vérité sans embellissement. Oui, mes parents ont coupé mes cheveux pendant que je dormais il y a 2 nuits. Ils pensaient que cela rendrait Amélie plus à l'aise le jour de son mariage. Les réactions choquées, les yeux écarquillés, les halètements d'incrédulité étaient une validation suffisante. Je n'avais pas besoin d'éditorialiser ou d'exagérer. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Alors que la réception continuait, Thomas passait visiblement peu de temps avec sa nouvelle épouse, engagée à la place dans une conversation sérieuse avec ses parents dans un coin de la salle. Amélie, surveillant cela de l'autre côté de la pièce, devenait de plus en plus agitée, sa journée parfaite ne se déroulant clairement pas comme prévu. Quand vint le moment du lancer du bouquet, je me suis positionné près de la sortie, prévoyant un départ gracieux et précoce. Amélie, m'apercevant, a soudainement modifié sa trajectoire et a lancé le bouquet directement sur mon visage avec une force inutile. Je l'ai attrapé par réflexe, provoquant les acclamations des invités inconscients et un regard de pure fureur de ma sœur. Prenant cela comme mon signal de départ, j'ai donné le bouquet à une cousine adolescente ravie et j'ai trouvé Eric près du bar. Je pense qu'on a accompli ce qu'on était venu faire, ai-je dit doucement. Allons-y. Alors que nous faisions notre sortie discrète, j'ai surpris Thomas nous regardant partir, son expression troublée. Amélie, entourée de demoiselles d'honneur mais semblant étrangement isolée, n'a pas remarqué notre départ avant que nous soyons déjà partis. Dans la voiture, Eric s'est tourné vers moi. Tu as été incroyable là-dedans. Absolument digne. Je me suis adossé au siège, soudainement épuisée, mais satisfaite. Je ne voulais pas d'une vengeance qui blesserait des innocents ou créerait un spectacle. Je voulais juste que la vérité soit vue. Mission accomplie, a dit Eric en démarrant le moteur. La vérité a définitivement été vue aujourd'hui. Alors que nous nous éloignions du lieu, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais affronté la dynamique toxique de ma famille de front et refusé de participer à leur manipulation plus longtemps. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais repris mon pouvoir et mon respect de moi-même, et c'était une vengeance suffisante. 3 jours après le mariage, alors qu'Amélie et Thomas étaient supposés être en lune de miel aux Seychelles,
le journal local a publié un article de fond intitulé « Traumatisme le jour du mariage, quand les limites familiales sont violées ». Sans utiliser nos vrais noms, l'article détaillait ce qui s'était passé, incluant des interviews de thérapeutes professionnels qui condamnaient sans équivoque la coupe de cheveux comme une agression et une violation de l'intégrité physique. Je n'avais pas cherché cette publicité. Samuel, le cousin de Rebecca, m'avait effectivement contacté après avoir entendu des rumeurs, et j'avais simplement confirmé les faits. Mais je ne le regrettais pas non plus. L'histoire a touché une corde sensible, étant rapidement reprise par plusieurs plateformes en ligne et déclenchant des discussions sur les dynamiques familiales toxiques et la pression exercée sur l'apparence des femmes pour les mariages. Mon téléphone a sonné constamment cette semaine-là, des amis exprimant leur soutien, des parents éloignés choisissant leur camp, et même des étrangers qui avaient trouvé mes réseaux sociaux et voulaient partager des expériences similaires. L'appel le plus surprenant est venu de la mère de Thomas. Manon, c'est Carole Moreau. Je voulais que vous sachiez que Thomas et Amélie ne sont pas aux Seychelles en fait. Ah non, ai-je demandé, confuse. Non, Thomas. Eh bien, il loge chez nous. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à s'il voulait rester marié à quelqu'un qui violerait l'autonomie de sa propre sœur de cette façon. Je n'avais pas anticipé ce résultat et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Bien que je n'ai pas eu l'intention de nuire au mariage d'Amélie, je ne pouvais pas faire semblant d'être désolé que Thomas considère sérieusement les drapeaux rouges dont il avait été témoin. J'espère qu'ils pourront arranger les choses, ai-je dit honnêtement. Si Amélie est prête à se faire aider et à comprendre pourquoi ce qu'elle a fait était mal. C'est très gracieux de votre part, a répondu Carole. Et pour ce que ça vaut, Robert et moi pensons que le comportement de vos parents était absolument inadmissible. Nous voulons que vous sachiez que vous êtes toujours la bienvenue chez nous, peu importe ce qui se passe avec Amélie et Thomas. Cette alliance inattendue m'a mis les larmes aux yeux. Merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Les retombées avec ma famille immédiate ont été, comme prévu, explosives. Maman et papa ont laissé des messages vocaux cinglants m'accusant de les avoir délibérément humiliés et d'avoir ruiné le mariage d'Amélie. Ils ont menacé de me renier, de me déshériter, de dire à la famille et aux amis comment tu es vraiment. Chaque menace qui m'aurait autrefois dévasté confirmait maintenant simplement que je faisais le bon choix en prenant mes distances. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai transféré les messages à ma nouvelle thérapeute comme documentation des schémas que nous travaillions à traiter. 2 semaines après le mariage, j'ai officiellement emménagé avec Eric. Nous avons trouvé un appartement ensoleillé avec assez d'espace pour mon travail de design et sa photographie. Un nouveau départ non souillé par le drame familial. Ma nouvelle coupe courte est devenue une sorte de look signature, attirant les compliments des clients qui la trouvaient à la fois professionnelle et distinctive. Je ne t'ai jamais vu aussi détendu, a remarqué ma collègue Nathalie lors d'un déjeuner un jour. Même avec tout ce qui s'est passé, tu sembles plus légère, d'une certaine manière. Je le suis. J'ai réalisé que poser des limites avec ma famille a été la chose la plus libératrice que j'ai jamais faite. Alors que les semaines se transformaient en mois, j'ai établi une nouvelle normalité. Des séances de thérapie hebdomadaires m'aidaient à reconnaître et à traiter les schémas de manipulation avec lesquels j'avais grandi. J'ai renoué avec des membres de la famille élargie qui m'ont contacté pour me soutenir, découvrant des relations qui avaient été étouffées par l'influence contrôlante de mes parents. 3 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre d'Amélie. Contrairement aux textos et appels colériques qui l'avaient précédée, cette lettre était réfléchie et modérée. Je vois un thérapeute, écrivait-elle. Thomas en a fait une condition pour essayer de travailler sur notre mariage. Au début, j'y allais juste pour l'apaiser, mais je commence à voir les choses différemment maintenant. Elle reconnaissait pour la première fois la jalousie et l'insécurité qui avaient guidé son comportement. J'ai toujours eu l'impression de vivre dans ton ombre, mais je ne me suis jamais arrêté pour demander pourquoi cela me dérangeait tant ou si c'était même vrai. J'étais tellement concentré sur le fait d'être le centre de l'attention à mon mariage que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. La lettre n'était pas une excuse parfaite. Elle minimisait encore la coupe de cheveux comme étant allée trop loin plutôt que de la reconnaître comme une agression, mais c'était un début. J'ai répondu avec une lettre mesurée, exprimant mon appréciation pour sa volonté de chercher de l'aide tout en maintenant les limites que j'avais établies. Le cheminement de mes parents vers la responsabilité a été plus lent et plus réticent. Il a fallu 6 mois, la pression de la famille élargie et la réalisation que j'étais sérieuse concernant le contact limité avant qu'ils n'acceptent de me rencontrer avec un thérapeute familial. Même alors,
Ils ont initialement essayé de présenter ce qui s'était passé comme un malentendu plutôt qu'une violation délibérée. Nous essayons juste d'aider Amélie à avoir sa journée parfaite, a insisté maman lors de notre première séance. En agressant votre autre fille? A demandé le thérapeute de manière pointue. C'est un mot très dur, a objecté papa. Mais un mot précis, a répondu le thérapeute. Vous avez altéré le corps de Manon sans son consentement pendant qu'elle était inconsciente. Comment décririez-vous cela? Ces séances étaient difficiles et épuisantes, mais nécessaires. Lentement, douloureusement, mes parents ont commencé à reconnaître les schémas toxiques qu'ils avaient perpétués. Ils avaient constamment sacrifié mon bien-être pour les exigences d'Amélie, permettant ses insécurités plutôt que de l'aider à développer une véritable estime de soi. 1 an après l'incident du mariage, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Eric et moi étions fiancés, prévoyant une petite cérémonie axée sur l'authenticité plutôt que sur les apparences. Ma carrière de designer était florissante avec plusieurs clients de haut profil me cherchant spécifiquement. Ma relation avec Amélie s'améliorait prudemment, construite sur de nouvelles limites et son travail thérapeutique en cours. Mes parents restaient un chantier en cours. Parfois, ils montraient de véritables remords et de la compréhension. D'autres fois, ils retombaient dans de vieux schémas de culpabilisation et de manipulation. Je maintenais des limites fermes, limitant notre contact aux circonstances où je me sentais émotionnellement en sécurité et respecté. Le changement le plus profond, cependant, était interne. Je ne mesurais plus ma valeur à travers l'approbation des autres ni ne sacrifiais mon bien-être pour maintenir la paix. Je reconnaissais rapidement les tactiques de manipulation et je les abordais directement. Je m'entourais de gens qui me célébraient plutôt que de rivaliser avec moi. Mes cheveux avaient repoussé un peu, s'installant dans un carré chic que j'ai décidé de garder. Ce qui avait commencé comme un acte de violation était devenu un symbole de libération, un rappel quotidien que j'avais survécu au pire comportement de ma famille et que j'en étais ressorti plus forte. Lors de ma dernière séance de thérapie de l'année, mon thérapeute a demandé ce que j'avais appris de l'expérience. J'ai appris que le véritable amour ne nécessite pas de se diminuer soi-même. J'ai réfléchi que les relations saines ont de la place pour que tout le monde brille et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de dire non au mauvais traitement. En regardant en arrière sur ce chapitre douloureux maintenant, je ressens de la gratitude à côté de la blessure persistante. Mes parents et ma sœur m'ont montré qui ils étaient vraiment, me donnant la clarté dont j'avais besoin pour me libérer de schémas malsains. Leur tentative de me rendre moins visible a eu l'effet inverse. Cela m'a aidé à trouver ma voie et à rester fermement dans mon pouvoir. Si vous faites face à des dynamiques familiales similaires, sachez que vous méritez le respect et l'autonomie corporelle. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour des relations saines.